Salut les gars et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je vous mens pas, je suis en train de tourner cette vidéo alors qu'il est minuit passé. Mais une des principales motivations pour faire cette vidéo était le commentaire d'un ami à moi qui s'appelle Souleymane, donc une petite dédicace à lui, qui m'a laissé un petit commentaire que vous allez voir sur l'écran. Et c'est ce qui m'a motivé à faire cette vidéo, et ça m'a donné quelques idées sur lesquelles j'étais pas vraiment d'accord avec lui, donc je vais essayer de traiter ça brièvement. Tout d'abord, je vais aller droit au but et on va parler de Vahid Halilović, parce que il y a un acharnement et un déferlement de haine qui est grandiose sur le sélectionneur de l'équipe du Maroc, Vahid Halilović, et personnellement, comme j'ai pu le dire sur ma dernière vidéo pour ceux qui l'ont regardé, déjà très clairement on ne peut pas virer ou licencier Vahid Halilović de ce poste de sélectionneur marocain, parce qu'on est à un mois d'un match très important, très décisif contre la République démocratique du Congo. Certes, l'adversaire est un petit peu, on va pas dire abordable ou quoi que ce soit, parce que c'est les matchs africains, donc on sait tous comment c'est, mais c'est un adversaire face à qui on n'a pas gagné depuis un moment, donc ça reste un adversaire de taille. Et l'enjeu aussi, il est de taille pour se qualifier en Coupe du Monde et pour peut-être oublier ce petit chapitre décevant de cette CAN. Et malgré le fait que moi personnellement je préfère en tout cas voir, et tout comme tous les Marocains j'imagine, on préfère voir cette équipe du Maroc aller jusqu'au bout dans une CAN plutôt que se qualifier à une Coupe du Monde, parce qu'on sait très bien dans une Coupe du Monde on va seulement participer, alors que lors d'une CAN on ne participe pas seulement, on participe, mais également on essaie de gagner et d'aller le plus loin possible dans la compétition. Donc comme je l'ai dit, il ne faut surtout pas pointer du doigt le coach. Certes, il a eu un mauvais coaching et je pense que c'est l'expérience de Carlos Queiroz qui a pris le dessus sur Halilović, et ainsi que l'expérience des joueurs égyptiens qui, selon moi, se sont préparés mentalement et physiquement à affronter le Maroc, parce que sur le papier, en tout cas, on peut pas dire qu'on était favori, mais comme je l'avais expliqué lors de l'une de mes vidéos, statistiquement, on était peut-être meilleur qu'eux lors de cette CAN. On avait marqué plus de buts, donc certes, ils avaient concédé moins de buts que nous, donc comme je l'avais expliqué, ils étaient très bons défensivement, mais en tout cas, ils s'étaient préparés mentalement et physiquement à nous affronter, et comme je l'ai expliqué, ça s'est vu sur le terrain, on a vu une grosse différence d'attitude. Maintenant, pour revenir sur le sujet de Vahid, il faut savoir les gars que Vahid Halilović est sous contrat avec cette sélection du Maroc. Et dans ce contrat, il y a il y avait en tout cas trois objectifs à atteindre. Le premier, c'était de se qualifier en demi-finale de cette CAN-là qu'on vient de jouer. Le deuxième, se qualifier en Coupe du Monde 2022. Et le troisième, remporter la CAN 2023 qui se jouera en Côte d'Ivoire, j'imagine. Et là, il vient tout juste de rater son premier objectif. Donc on ne sait toujours pas si Fawzi El Qja, le président de la fédération, procédera au licenciement de Vahid, mais je ne pense pas qu'il le ferait. Peut-être qu'on va attendre en tout cas ce qui va se passer lors du match face au Congo, ou pas du match mais de la double confrontation face au Congo. À ce moment-là, si le Maroc n'arrive pas à se qualifier en Coupe du Monde, je pense il sera temps de demander à Vahid de faire ses petits bagages. Mais pour le moment, il faut rester patient, et on a encore une possibilité d'oublier cet épisode tragique de cette CAN. Donc un petit peu de patience, En tout cas les gars, j'ai envie quand même de faire un petit coup de gueule sur la manière dont le public marocain regarde ou traite ou analyse les matchs de l'équipe nationale.
je ne suis pas un connaisseur, je n'ai pas la science infuse, comme on dit. Mais justement, j'ai essayé de prendre assez de recul sur cette défaite du Maroc afin de donner une analyse globale sur ce qui s'est passé hier et même avant. Et en revenant sur le sujet du public marocain, on est un public très exigeant. On est un public qui vit les matchs passionnément, donc on exige tellement de choses sur cette équipe nationale, jusqu'au point d'insulter les joueurs des fois. Et ça me rappelle quelques petites interviews de Faisal Fajr, j'imagine, et de Nsere, qui ont osé dire en public qu'ils reçoivent des tonnes d'insultes de la part du public marocain. Vous imaginez pas à quel point les joueurs ont une pression énorme sur leurs épaules, parce qu'ils savent qu'ils doivent surtout pas décevoir des millions de Marocains, parce que ça fait toujours du mal de décevoir une personne, mais décevoir des millions de gens, vous imaginez? Et donc, le fait de voir tout le monde dire ou réclamer le licenciement de Vahid Halilović, c'est incompréhensible. De cette manière-là, on n'arrivera jamais à construire une vraie équipe nationale qui évoluera avec le temps et qui sera capable de, pourquoi pas, remporter une CAN un jour. Un trophée qu'on n'a pas gagné depuis 1976. Et c'était d'ailleurs notre seul trophée intercontinental. Et après, on avait fait une finale en 2004 face à la Tunisie. Mais en tout cas, l'équipe nationale ne marche pas comme ça, les gars. Ne marche pas comme ça. Et je vais vous donner peut-être l'exemple de Didier Deschamps. Certes, je passe un petit peu à l'extrême, parce que vous allez me dire que c'est incomparable. Vous allez me dire qu'on compare l'équipe de France et l'équipe de Maroc, ça n'a rien à voir. Mais on parle en tout cas de football, donc on reste sur le football. Je ne vais pas vous prendre un exemple de basketball ou de baseball. Donc Didier Deschamps, il est arrivé en équipe de France juste après la défaite, pas la défaite, mais les résultats très décevants de l'équipe de France à l'Euro 2012, où il prend en charge cette sélection de l'équipe de France. Et l'équipe de France réussit à se qualifier en Coupe du Monde 2014. Ils vont en Coupe du Monde avec des jeunes. On se rappelle, c'était la première Coupe du Monde des joueurs comme Griezmann, Pogba, ou même Varane, je crois. En tout cas, il y avait énormément de nouvelles têtes et de jeunes joueurs qui commencent à s'affirmer dans cette équipe de France. Et finalement, ils finissent par perdre au quart de finale face à l'Allemagne. Jusqu'ici, tout va bien. Et en 2016, qu'est-ce qui se passe en 2016? Ils perdent chez eux face au Portugal. Et ça, c'est une défaite que je pense que tous les Français ont toujours là, même plus les joueurs. Maintenant, c'est quand même oublié après la victoire en Coupe du Monde 2018. Et donc, justement, il aurait fallu 5 ans, je crois, 5 ans à Didier Deschamps pour enfin avoir des résultats et remporter un trophée majeur qui est la Coupe du Monde. On est en train de juger Vahid Halilović sur une période où il n'a toujours rien prouvé avec cette équipe nationale. C'est sa première participation à la CAN avec le Maroc. Avant ça, on a joué que des matchs, on a disputé que des matchs amicaux et des matchs de qualification de Coupe du Monde et de Coupe d'Afrique. En plus de ça, lors des matchs de qualification de Coupe du Monde, on les a, je crois, tous joués chez nous, ce qui était un petit peu étonnant, vu les problèmes politiques qu'il y avait en Guinée, j'imagine. En tout cas, on ne s'est pas mesuré à une grande équipe depuis le début du mandat de Vahid Halilović au Maroc. Enfin si, je pense qu'on a joué contre le Sénégal, mais encore une fois, on a joué chez nous, on les a battus 3-1. Et pour comparer peut-être le parcours de cette CAN et cette défaite, et l'explication peut-être de cette défaite face à l'Égypte, en 2019, quand Hervé Renard était sélectionneur de cette équipe nationale, on est allé participer à la CAN 2019 en ayant déjà battu le Cameroun, en ayant déjà battu la Côte d'Ivoire plein de fois, en ayant battu la Tunisie chez eux et la Côte d'Ivoire chez eux aussi.
En tout cas, cette équipe nationale qui allait participer cette CAN qui 2019 avait déjà eu de l'expérience et s'était déjà mesuré à des grandes équipes en Afrique avant d'aller participer à cette CAN. Et je pense que la défaite du Bénin, c'était seulement un accident de parcours, hein. On avait quand même fait un sans faute en poule. Mais on tombe face au Bénin. C'est les aléas du football. C'est comme ça. C'est ce qui fait la beauté de ce sport. C'est un sport très imprévisible. Donc on perd face au Bénin. Mais comme je l'ai dit, c'était pour moi un accident de parcours. Donc là, je suis désolé. Moi, je suis contre le fait de ramener un nouveau sélectionneur. Parce que qui dit nouveau sélectionneur dit une nouvelle philosophie, une nouvelle vision de jeu, de nouveaux joueurs, de nouvelles têtes. Parce que forcément, Vahid ne sélectionnait pas certains joueurs que Renard sélectionnait. Donc, tu ramènes un nouvel entraîneur, forcément, il y aura de nouvelles têtes. Mais comment veux-tu construire un groupe solide et une cohésion d'équipe en ramenant toujours en ramenant de nouveaux entraîneurs à chaque fois et en renouvelant les joueurs à chaque fois? Ça ne marchera jamais. Ça ne marchera jamais dans les plus grandes équipes du monde, celles qui ont remporté les plus gros trophées majeurs. Il y a toujours un certain noyau. Prenons l'exemple de l'équipe de France également. Je sais que je me ferai peut-être critiquer sur ce que je dis là parce que je compare deux nations qui n'ont rien à voir. Mais en 2014, comme j'ai évoqué précédemment, il y avait Griezmann, Pogba qui venaient de participer à leur première Coupe du Monde et qui venaient de s'affirmer devant tout le monde. Et franchement, tout le monde a été fier peut-être de cette équipe de France qui a montré finalement un visage convaincant. Et ben, Didier Deschamps a essayé en tout cas de garder ce groupe, de garder un noyau le plus maximum possible. Et à chaque fois, il y avait certaines variations on va dire, d'une tranche de 6, 7, 8 joueurs qui tournaient et qui partaient, qui revenaient. Ça dépend des blessures, ça dépend de plein de facteurs. Mais en tout cas, il y avait un noyau solide. Il y avait un noyau solide. En 2019, tout a changé parce que justement, c'était... Je parle du Maroc. Hein. En 2019, tout a changé parce que justement, il y avait une fin de cycle. Il y avait des joueurs comme Ben Atia, Boussoufa, El Ahmadi et j'en passe qui avaient annoncé leur retraite internationale après cette défaite. Et donc, ça a coïncidé aussi avec le licenciement d'Hervé Renard qui n'a finalement pas rempli l'objectif. Et donc, il fallait du renouveau. On avait un petit peu besoin d'un petit air frais. Et Vahid est venu avec une nouvelle philosophie et il a créé un groupe, il a fait jouer des joueurs, il a ramené de nouvelles têtes, de nouveaux joueurs inexpérimentés, c'est le cas de le dire. C'est ce qui prouve peut-être cette défaite face à l'Égypte parce qu'on avait en face une équipe égyptienne qui était expérimentée, que ce soit le coach qui pour moi, et comme je l'ai dit précédemment, était plus grand que Hervé Renard, que Vahid Halilhodzic, pardon, de par son CV, ainsi que des joueurs qui ont l'expérience de jouer en Afrique, puisqu'on dans la majorité joue au championnat égyptien, mélangés à certains joueurs expérimentés qui jouent en Europe, dont Mohamed Salah, Elneny, etc. Donc justement, on ne peut pas avoir des résultats du jour au lendemain. Vahid Halilhodzic a pris les rênes de cette équipe en septembre 2019, il me semble. Et depuis, je pense qu'ils ont joué une vingtaine de matchs, quelque chose comme ça, ou même un peu plus, je ne connais pas le nombre exact. Mais n'oubliez pas qu'il y avait une période de Covid où on ne jouait pas. Et c'est ça la difficulté de gérer une équipe nationale, c'est qu'il faut être capable de créer un petit noyau et une cohésion d'équipe avec des joueurs qui ne se voient pas beaucoup. C'est différent. La gestion d'une équipe nationale, elle est tellement différente de la gestion d'un club. Parce qu'en club, les joueurs se voient chaque jour, ils s'entraînent chaque jour, et ils jouent tout le temps ensemble. Donc forcément, les automatismes vont se créer, la cohésion d'équipe va se créer. Tout sera fait de manière naturelle. Les entraîneurs des clubs s'attardent plus à d'autres problèmes que peuvent rencontrer certains clubs
lors de leur match. Alors qu'en équipe nationale, le facteur clé qui déterminera la puissance de ton équipe, c'est est-ce que tu as un noyau solide, est-ce que tu as un bon groupe. Et c'est ce que, justement, je vais encore parler d'Didier Deschamps, c'est ce que Didier Deschamps a réussi à faire. Et justement, il a réussi à le faire et il a réussi à gagner une Coupe du Monde sans Benzema. Sans Benzema, on l'a tellement critiqué à l'époque, vous rappelez-vous, mais il a fait taire les critiques qu'on ait remporté une Coupe du Monde sans le meilleur joueur français. Donc pour revenir sur le commentaire de mon ami Souleymane, certes, Vahid, c'est pas un gagnant, t'as peut-être raison sur ce que t'as dit, mais il faut quand même laisser du temps aux sélectionneurs afin de construire une équipe qui va évoluer avec le temps. On ne peut pas juger un entraîneur sur une vingtaine de matchs. On ne peut pas. Je parle de l'équipe nationale, hein, on ne peut pas. Et comme je l'ai expliqué, il est toujours sous contrat. On va attendre ce qui va se passer face au Congo. S'ils nous déçoivent de nouveau face au Congo, je pense qu'à ce moment-là, oui, on sera tous d'accord qu'il faut changer d'entraîneur parce que les joueurs ne seront plus d'accord avec ces décisions. Et il y aura tellement de tension qui va se créer. Donc forcément, il serait préférable à ce moment-là de licencier. Mais pour le moment, on doit attendre. On doit calmer nos esprits un petit peu et se concentrer sur ce qui suit. J'ai un autre exemple d'ailleurs sur le fait qu'il faut laisser un petit peu du temps à l'entraîneur et surtout sur cette phrase de Souleymane et ce commentaire où il dit que Vahid n'est pas un gagnant et qu'il n'a jamais rien prouvé avant. Je vais encore prendre un exemple et ça va vous paraître un petit peu extrême, mais on va parler d'un certain monsieur qui s'appelle Pep Guardiola. Pep Guardiola, lorsqu'il est arrivé au Barça, c'était personne. Certes, il avait joué au Barça, il est formé à la Masia. C'était un bon joueur, ce n'est pas un grand joueur. Pour ceux qui ont la petite référence, Samuel Eto'o, on te salue. Mais quand il est arrivé au Barça, il n'était personne. Il n'avait encore rien prouvé. Il avait entraîné l'équipe réserve, l'équipe B. Et quand il est arrivé au Barça, il n'était personne, comme je l'ai dit. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a instauré certaines règles. Il avait une philosophie de jeu. Il avait un plan. Guardiola. Et est-ce qu'il a marché au début? Non. Ceux qui se rappellent parfaitement de la saison 2008-2009 du Barça, Guardiola je pense que le Barça n'avait pas gagné ses 5 premiers matchs. Où ils avaient perdu et fait des matchs nuls. Donc forcément, le plan, il était tellement peut-être parfait que les joueurs n'étaient pas habitués à ça. Mais rappelez-vous, qu'est-ce qui s'est passé à la fin? Première équipe de l'histoire, premier entraîneur de l'histoire à avoir remporté un sextuple en une année civile. Le Bayern a refait la même chose en 2020, mais en tout cas, on restera à jamais les premiers. Hein? Et donc, pour revenir au fait qu'il faut laisser l'entraîneur travailler. Il faut le laisser travailler. Nous, on est tellement fanatiques. Je parle surtout du public. Je parle surtout du public qui sont là à critiquer de part et d'autre et qui trouvent certaines excuses qui n'ont ni queue ni tête. J'en ai déjà parlé dans la précédente vidéo, mais il faut quand même laisser du temps au coach. Il faut lui laisser du temps. Certes, c'est un coach qui a quand même certains défauts. Et c'est un personnage très atypique parce que j'ai vu qu'après le match, il avait refusé d'assister à la conférence de presse. Mais en même temps, ça reflète l'image de tous les joueurs qui d'ailleurs ont passé une sale nuit car la défaite a été très douloureuse. Et donc, s'il vous plaît, s'il y a un public marocain qui va regarder ces vidéos, forcément, il y aura beaucoup de Marocains qui regarderont cette vidéo. Mais j'ai pas aimé le fait qu'on célèbre tellement une qualification car certes, ça fait longtemps enfin, c'est pas que ça fait longtemps, en 2017, on avait joué des quarts. Mais bon, à ce moment-là, il y avait encore un format de ces équipes lors de la CAN. Maintenant, il y a 24 équipes, donc forcément, on passe par les 8e. Mais bon, on se qualifie face au Malawi. Il n'y avait pas besoin de sortir dans toutes les rues et fêter cette qualification comme si on avait remporté la Coupe du Monde, les gars. En fait, c'est ça le problème. Il faut quand même rester réaliste et pragmatique. On s'est juste qualifié au quart de finale et il y avait l'Égypte qui nous attendait. Les gars. Donc, le problème vient d'abord de cette exigence, ce fanatisme du public marocain
qui s'attend à ce que l'équipe du Maroc aille terrasser toutes les équipes en Afrique. Mais les gars, non, ce n'est pas la réalité. Il faut quand même rester patient. Ça demandera du temps, énormément du temps. Ça coûtera peut-être de l'argent. Il y en a qui vont maintenant, je vois beaucoup d'articles qui, comme par hasard, avant on parlait jamais du salaire de Vahid, puisque d'ailleurs c'est l'entraîneur le mieux payé d'Afrique. Mais là, comme par hasard, on dit ouais, c'est l'entraîneur le plus payé d'Afrique, etc., etc. Il n'y a pas de résultat. Les gars, c'est sa première CAN avec le Maroc. C'est sa première compétition officielle avec le Maroc. On a réussi quand même à faire mieux qu'en 2019. Il faut essayer toujours essayer de positiver, les gars. Il faut toujours essayer de positiver. Certes, sur le contrat, c'était marqué qu'il fallait quand même aller en demi, minimum. Mais c'est comme ça, on n'y peut rien. C'est le football, on doit accepter et digérer cette défaite. Et comme je vous ai dit, il faut quand même positiver les choses parce que on a une équipe jeune, on a une équipe prometteuse, on a une équipe qui a été... on a vu de belles choses en tout cas. On a vu un Hakimi qui a mené cette équipe depuis le début de cette CAN, en ayant marqué 2 coups francs somptueux, en ayant été à l'origine de toutes les actions les plus dangereuses de cette équipe, avec un Sofiane Boufal également qui a pour moi enfin montré son vrai visage dans cette équipe nationale. Tant mieux pour lui. Mais ça reste quand même une équipe où il y a très peu de joueurs expérimentés. Il y a très peu de joueurs expérimentés. Il y avait seulement Nsere, Boufal, Hakimi, Bono, Seiss et Fajr qui avaient joué les 8e ou peut-être les quarts, en tout cas qui avaient joué une CAN. C'était les seuls joueurs expérimentés. Tous les autres joueurs n'avaient jamais joué un quart de finale d'une CAN. Donc on doit quand même rester, comme je vous dis, réaliste. Quand tu as un milieu égyptien qui dévore celui du Maroc, là avec le recul, ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas de voir des Barkouk, des Louza, des Amallah, des Amrabat galérer au milieu face à ces ogres égyptiens. Parce que justement, si on les compare au milieu qui pour moi était un beau milieu, le milieu qu'on avait à l'époque d'Hervé Renard, qui était composé de l'Ahmadi, Bossofa, Belhanda et des fois Fajr, ça dépendait. C'était un milieu qui avait de la gueule, C'était des joueurs qui conservaient très bien le ballon, c'était des joueurs qui dominaient le milieu de terrain. Et comparer ce milieu-là à celui d'aujourd'hui, franchement, la différence, elle est énorme. Mais, comme je l'ai dit, c'est des joueurs qui sont inexpérimentés. C'est leur première CAN. Et avoir pu aller jusqu'au quart, c'est quand même bien. Même si, lors de la dernière vidéo, j'ai clairement dit que cette défaite était un petit peu décevante parce qu'on a rien fait, on n'a pas joué au football, on a été absent lors de ce match. L'attitude n'y était pas, le mental n'y était pas. Comme j'ai dit, j'aurais préféré perdre en ayant fait énormément de choses et s'étant procuré énormément d'occasions, mais la réalité est là. On a perdu tout simplement parce qu'on n'a pas joué au foot. Tout simplement. Donc pour en finir avec cette vidéo, la morale de l'histoire, c'est il faut quand même essayer de rester un petit peu indulgent face à cette équipe du Maroc, parce que quoi qu'on puisse dire, il y avait une certaine lueur d'espoir. On avait vu de belles choses. On avait vu un Boufal et Hakimi qui nous ont fait rêver. On avait vu un Naïf Gerd et Ghanem Seiss qui nous ont sauvés, qui ont été très très performants en défense. Il y avait de belles choses. Il y a de l'espoir sur cette équipe. Donc il faut juste laisser le temps faire les choses. Maintenant, on n'a plus besoin de critiquer ce qui s'est passé. Ce qui est fait est fait. Donc on doit se concentrer sur le match qui arrivera en mars, j'imagine, face au Congo. Il y aura une double confrontation, il me semble, il y aura une double confrontation, donc une au Maroc et une au Congo. Il va falloir se qualifier en Coupe du Monde et
Et après, peut-être on discutera de la continuité ou pas de Vaid Halilhodzic. En tout cas, moi, en tout cas, je pense que c'est ce match-là qui décidera de sa continuité ou non dans cette équipe du Maroc. Du coup, je pense que j'ai tout dit dans cette vidéo. Je sais peut-être que ça sera une vidéo un petit peu longue. On verra avec le montage. Mais merci encore à Souleymane Chiddadi. Franchement, ton commentaire m'a donné de la force et m'a donné beaucoup d'idées et beaucoup d'arguments pour faire cette vidéo bilan de ce qui s'est passé lors de cette CAN et de ce qui se passe de manière générale autour de cette équipe du Maroc. Les gars, je vous remercie en tout cas pour le soutien que vous m'apportez. N'hésitez pas à liker, à partager, commenter. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, j'accepte les critiques et justement on est là pour discuter et ça m'a fait énormément plaisir d'avoir des commentaires constructifs. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai créé cette chaîne et c'est la raison pour laquelle je fais tout ça, parce que j'aime débattre du football et donc avoir un certain retour sur mes vidéos me motive et me pousse à faire encore plus. Donc sur ce, je vous laisse et on se retrouvera pour une prochaine vidéo, les gars. Ciao, ciao.